comme ça, oui, c'est mieux comme ça. Bonsoir à tous, disais-je. Merci beaucoup d'être venus si nombreux et d'avoir quasiment rempli cette grande salle Henri Langlois, un jeudi de l'Ascension pour India Song. Ça fait plaisir. Une journaliste tout à l'heure me demandait si c'était très naturel pour la Cinémathèque française de faire une rétrospective intégrale Marguerite Duras. J'étais un peu surpris par la question. Oui, évidemment. À part que la dernière fois, c'était il y a longtemps, parce que je crois que c'était en 1992 au Palais de Chaillot, donc c'était il y a 32 ans. Marguerite Duras était encore des nôtres, et elle avait revu la quasi-totalité de ses films, en bourrant de coude enthousiaste les côtes de Dominique Paigny, qui était le directeur de cette maison à l'époque. Et elle avait beaucoup apprécié le public, le petit bar du Palais de Chaillot où on avait un petit Sancerre pas mal. Et ça reste un souvenir extrêmement joyeux, je dois dire, cette rétrospective de 92, parce qu'évidemment elle était au sommet de sa gloire. Et elle revoyait avec plaisir l'expression de son génie cinématographique sur l'écran du Palais de Chaillot. Et donc nous n'avions pas fait, sauf erreur, de rétrospective depuis. Donc il était grand temps de remontrer tous les films de Marguerite Duras. Avant d'accueillir nos invités, ils sont 3 qui vont vous présenter India Song, juste quelques mots pour vous dire que nous nous sommes aperçus en préparant cette rétrospective que pour beaucoup de films, il n'y avait plus de matériel projetable en fait, et donc la rétrospective, en plus de servir à remontrer tous les films de Duras, aura servi d'ores et déjà à entreprendre un certain nombre de restaurations, parce que vraiment il n'y avait plus de copies. Donc de ce point de vue, dès demain soir, vendredi à 19h, lors de mon ciné-club, je vous montrerai La Musica, qui est son premier film, co-réalisé avec Paul Seman, et ça sera une copie neuve, une copie restaurée, une copie numérique. Et nous nous sommes également occupés de Détruire, dit-elle, de Dialogue de Rome et de Jaune le Soleil, donc des films assez rares de Duras, qui ont été restaurés, numérisés à cette occasion. Parmi les rendez-vous, parce qu'il y en a quelques-uns, donc le Ciné-Club de demain soir, ce samedi à 14h30, il y aura la projection du Camion, donc un des plus grands films de Duras, et ça sera suivi d'un dialogue avec Bruno Nuiten que j'aurai le plaisir d'animer avec Gabriella Trorillo. Le même Bruno Nuiten, toujours samedi, cette fois-ci à 20h15, viendra présenter Son nom de Venise en Calcutta désert. Les Durassiens savent que la bande-son est la même que pour India Song, mais pas les images. Et dimanche, à 15h30, Pascal-Emmanuel Gallet, qui il y a longtemps avait fait une très louable entreprise puisqu'il s'était occupé de l'édition vidéographique des œuvres de Marguerite Duras, viendra présenter La couleur des mots, donc l'entretien qu'elle avait eu avec Jérôme Beaujour et Jean Mascolo. Et enfin, sa monteuse, ou une de ses monteuses préférées, Dominique Auvray, viendra présenter, toujours samedi 18 mai, à 20h, ce film très beau et très étrange qui s'appelle La Navire Night. Voilà. Donc un certain nombre de rencontres, un certain nombre de présentations. On m'avait dit que Jean Mascolo était dans la salle. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, merci à lui de nous avoir fait confiance et d'avoir permis la restauration, la numérisation d'un certain nombre de titres qui le méritaient parce que les films n'étaient tout simplement plus montrables faute de matériel. Je vous demande d'accueillir le premier de nos invités, Bruno Nuiten. Comme vous le savez, Bruno Nuiten est chef opérateur, il est petit cinéaste. On lui avait rendu hommage il y a quelques années, on garde un grand souvenir, parce qu'on avait passé 15 jours ensemble à présenter des films et à parler de cinéma, et c'était un grand bonheur. Il est évidemment le chef opérateur de India Song, le film que vous allez voir ce soir. J'appelle son producteur, qui est assis là-bas, Stéphane Tchalgatchev.
Je vais pas citer tous les noms des cinéastes qu'a produit Stéphane, mais il y en a pas mal. Disons que ça a commencé par Jacques Rivette et que ça s'est terminé, si on peut dire, par Michelangelo Antonioni, et qu'il y en a eu un certain nombre entre les deux, dont celui-ci, India Song, dont Stéphane est donc l'heureux producteur. Et puis la dernière invitée, Gabriela Trorillo, merci de l'accueillir. Gabriela, vous allez pouvoir lire son remarquable texte sur la rétrospective Duras dans le programme de la Cinémathèque française. Elle est universitaire, chercheuse, spécialiste des avant-gardes latino-américaines, mais pas seulement. Elle est aussi romancière, essayiste. Elle a publié récemment un livre sur Marco Ferreri. Et puis surtout, elle a travaillé très longtemps, vous la reconnaissez, à l'Action culturelle avec Bernard Benoliel, à la Cinémathèque française. Donc elle est surtout notre très chère amie. Merci Gabriela de nous avoir rejoints pour cette soirée. Stéphane, je vais peut-être vous donner la parole à vous pour commencer. India Song, le plus grand succès sûrement de Marguerite Duras, peut-être son film le plus connu. J'ai même vu qu'il y avait eu 3 nominations au César à l'époque, ce qui dit quand même un certain esprit d'ouverture, disons, du cinéma français de l'époque, parce que quand même, elle ne les a pas eus, hein, mais déjà être nominée, c'était déjà pas mal. Quel souvenir gardez-vous de la production d'India Song? Il y aurait trop à en dire. D'abord, je voudrais rendre hommage à Jean Mascolo et puis à Michel Kastner, qui ont su préserver l'œuvre. Je veux dire, parce que très souvent, des œuvres d'auteurs se trouvent dispersées et ils sont en fait finissent par être perdus. Ils ont su si aujourd'hui on peut faire une rétrospective entière de Marguerite à la Cinémathèque, c'est en grande partie parce que donc je suis aussi profondément reconnaissant, comme nous tous. Ensuite Bruno, et puis aussi les 2 techniciens qui étaient hors pair. C'était aussi Benoît Jacot, qui était un formidable premier assistant pour Marguerite, et qui ont su tous les deux l'accompagner dans ses aventures. Pour ce qui est de la bande son d'India Song, Marguerite a évolué étape par étape vers, je veux dire, d'abord India Song, la bande son qu'elle a faite, je veux dire, d'un bout à l'autre, y compris la musique avec Carlos Alessio. Elle a créé cette bande son, et cette bande son est pour elle vraiment, je veux dire, peut-être la chose la plus importante du film. C'est un peu tyrannie de le dire comme ça, mais elle a fait ensuite son nom de Calcutta, son nom de Venise en Calcutta désert, en reprenant donc la bande son d'India Song, et moi que je n'ai pas voulu faire, parce que je veux dire, quelque part il y avait dans sa démarche quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre, une sorte de négation des éléments, de certains éléments visuels d'India Song. Et puis ensuite, je veux dire, plus tard, j'ai compris, un jour elle m'a dit, moi j'aimerais qu'on invite une salle et qu'on projette la bande son d'India Song sur un écran noir. Et là, j'ai compris que Marguerite, c'est le texte, c'est la voix, c'est une écrivaine. Et donc je vous demanderai de porter une attention particulière à l'écoute d'India Song, parce que peut-être pour elle la richesse de ce film est en grande partie dans cette écoute et de l'entendre. Voilà. Merci Stéphane. Bruno, un mot? Est-ce que c'est vraiment la peine de montrer des images? Non, en fait, Marguerite disait qu'il y avait deux films en un film d'image et un film de parole. Et effectivement, c'est le croisement de ces deux éléments
qui font l'originalité d'India Song. Ce qui rend d'ailleurs les personnages, puisque vous allez le voir, les personnages qui dansent et qui sont censés parler ne parlent pas, mais on entend leur voix. Donc ça crée forcément un effet trouble, et notamment ça donne l'impression fantomatique de ces personnages, puisque c'est un récit. En fait, c'est India Song, comme beaucoup de travaux de Marguerite, c'est d'abord une enquête, où on suppose des choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours trois temps dans son travail, d'écrivain comme de cinéaste, qui sont le présent, le conditionnel et le passé simple. Donc elle mélange ces trois temps et ça crée une forme de déséquilibre pour un lecteur ou pour un spectateur qui, à mon sens, donne toute la richesse de son texte. Quand Stéphane dit que d'abord le texte était une chose importante pour elle, c'est sans doute vrai. Il n'empêche qu'elle a quand même beaucoup travaillé sur une sensation de l'Inde, enfin d'une Inde imaginaire, hein, parce que géographiquement, la proposition de Marguerite dans ce film ne correspond à aucune géographie réelle. C'est-à-dire qu'elle s'inspire de lieux qui ont existé, mais elle les fait communiquer d'une drôle de manière. Comme de toute façon, elle fait toujours communiquer les choses d'une drôle de manière. Et donc elle invente une Inde qui n'existe quasiment pas, mais en même temps en s'appuyant sur des détails qui sont effectivement des choses réelles. Et la proposition qu'elle m'avait faite, c'était « emmène-moi là-bas ». Donc, moi j'ai supposé qu'on allait voyager, enfin, qu'on allait partir en voyage, quoi. Et en fait non, elle dit « c'est pas Paris, mais emmène-moi là-bas ». Et puis paradoxalement, elle m'a toujours dit « ici, donc à Paris, c'est Calcutta ». Donc je me suis servi de ces deux choses-là pour essayer de trouver un vecteur, enfin une façon d'aller dans ce voyage imaginaire qu'elle proposait dans le temps et dans l'espace. Alors, je vais simplement vous raconter ma rencontre avec Marguerite parce que ça explique un tout petit peu la façon dont on s'est trouvés dans le travail ensemble. La première fois que j'ai rencontré Marguerite, c'était, elle cherchait un jeune opérateur pour un film qui s'appelait Jaune le Soleil. Et Luc Béraud, qui était un de ses assistants, m'avait présenté à elle. Moi, j'avais fait déjà des courts-métrages, quelques longs-métrages, enfin, que du travail très expérimental. Elle m'a dit « Est-ce que tu es vietnamien ?» Sans doute à cause de mon nom, Nguyen, ça faisait un peu vietnamien, oui. Mais je n'ai pas vraiment l'air d'un vietnamien. Donc, c'est la première question. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit « Tu es trop jeune, mais débrouille-toi pour rester avec moi. » C'est quand même une proposition intéressante. J'avais 24 ans, donc j'étais un peu troublé. En plus, j'ignorais toute cette femme. Enfin, j'avais vu deux films, mais je n'avais pas lu quoi que ce soit. Et elle m'a dit, débrouille-toi, donc trouve-moi un chef opérateur avec qui tu pourrais travailler comme assistant, caméra. Et je connaissais Ricardo Aronovich, qui venait d'arriver en France, qui était un opérateur pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Je lui ai présenté Ricardo et elle a accepté de le prendre de façon à ce que je sois avec elle, ce qui est quand même tordu, quoi. Et puis ça c'était pour Jaune le Soleil, et puis elle a recommencé pour le film suivant qui était le truc avec Moreau et Lucia Bose, Nathalie Granger. Elle m'a dit, Ricardo, on ne s'est pas vraiment entendu, trouve-moi un autre chef opérateur avec qui tu pourrais travailler. Et donc je lui ai proposé Guylain Cloquet qui était comme un père pour moi, qui a fait le film. Et la fois d'après, elle m'a dit maintenant c'est ton tour. Et c'était La femme du Gange, un film pour la télévision, je crois, avec très peu de moyens. Et donc j'ai participé donc à cause de tout ça à ce qu'on appelle la trilogie Anne-Marie Streeter, qui sont La femme du Gange, India Song et Son nom de Venise en Calcutta désert. Donc j'ai fait l'assemblage de ces trois choses de manière très inconsciente et différente. Et j'ai donc choisi de faire le film en 16 mm gonflé en 35. Donc vous verrez, c'est pas la définition de vos télévisions d'aujourd'hui.
mais ça crée une ambiance, donc ça fonctionne, enfin il me semble. Et c'est un des premiers films couleur 16 mm gonflé en 35 mm. Il y avait déjà eu des films en noir et blanc comme Out One de Rivette ou des choses comme ça qui avaient été gonflés en 35. Donc c'était un peu une expérience sur le plan technique, et donc ça donne lieu à ce que vous allez voir. Il me semble qu'il y a des choses très importantes, mais je ne sais pas lesquelles. Enfin, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oui, enfin, concernant le... Non, ce qui est vraiment très intéressant dans le travail au cinéma avec Marguerite, c'était vraiment de la récréation, quoi. C'est dans les deux sens du terme, de la recréation et de la récréation. C'est-à-dire que je pense que Marguerite, dans son travail d'écrivain, s'est trouvée quand même très isolée souvent, qu'elle a découvert que le cinéma pouvait lui proposer une bande d'amis, ou pas d'ailleurs, de gens autour d'elle, et qu'elle avait besoin de ce contact-là. Et quand on a tourné India Song, qui a été un tournage très heureux, très joyeux, malgré le sujet, il est de fait qu'elle s'adressait à nous tous comme si on connaissait son œuvre, comme si on connaissait Anne-Marie Streeter, comme si tout ça n'avait... Et c'était vraiment passionnant parce qu'elle nous posait des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre, évidemment. Mais c'était vraiment un questionnement constant qu'elle faisait sur son propre travail, quoi. Et je pense que le cinéma l'a aidé à se questionner sur son travail d'écrivain et l'a renvoyé systématiquement à ce travail d'écrivain. C'est-à-dire que le passage au cinéma était comme une récréation, une façon de recréer quelque chose pour elle et de le recréer encore, puisqu'elle réécrivait souvent sur des films qu'elle avait fait. India Song, à l'origine, c'est Le Vice-Consul, donc un livre qui est devenu une pièce de théâtre qu'elle avait écrite pour un metteur en scène anglais, je crois, qui s'appelait India Song déjà, je crois. Et son nom de Denis, c'est une réécriture d'India Song sur la même bande-son. Enfin, donc il y avait tout le temps cette façon à la fois de brouiller les pistes et en même temps d'enclencher un processus de recréation systématique de son propre travail. Et c'était ce qui était très agréable, c'est de voir avec quelle joie elle tournait les films et avec quelle joie nous on pouvait partager ce moment avec elle. Bon, les films étaient très courts en temps de tournage. Je pense qu'India Song, c'est 10 jours de tournage ou tout à fait. Je crois, ouais. Son ovni, c'est 3 jours. Enfin bon, bref. Elle aurait aimé que je l'accompagne partout, mais moi je ne pouvais pas vivre en faisant 3 jours de tournage tous les 2 ans. C'était impossible. Donc j'étais obligé d'accepter d'autres films, à mon grand regret, parce que j'aurais aimé faire tous les films de Marguerite. Voilà. C'était une belle histoire. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, juste, moi j'ai une question qui est un peu rituelle, Frédéric, je me permets de la poser à la salle, pour savoir qui découvre India Song ce soir, qui regarde le film pour la première fois. Et vous voyez, ça c'est une des joies justement de ce type de Et qui l'a déjà vu? Ah oui, qui l'a déjà vu? 50-50. Oui, mais c'est très bon. Qui n'a pas vu le film? Qui l'a vu? C'est une des grandes joies de ce type de rétrospective, et donc qui va permettre aussi de découvrir le premier film, comme Frédéric l'a dit, demain, dans sa version restaurée, de suivre comme ça la continuité de ce cinéma. Donc je vais juste vous dire 2 petits mots sur Marguerite Duras, donc, et comment se fait ce passage vers le cinéma. Alors, elle a souvent évoqué 2 raisons, vous me direz après si elle les évoquait au cours de tournage, au moment de préparer les films, mais 2 raisons pour lesquelles elle avait glissé vers le cinéma, notamment dans les années 70. Donc, à la fois la frustration face aux adaptations qui avaient été faites de ces films, et aussi en évoquant pour les cahiers du cinéma une forme de frustration et d'incapacité à écrire après mai 68. Donc c'est pour ça que sa carrière de cinéaste, elle a fait 19 films en l'espace d'un peu moins de 20 ans, et avec ce point India Song qui est considéré comme le point culminant. Alors je vais vous lire le petit résumé qu'elle avait fait pour le film, pour ceux qui n'ont pas lu ou qui ne l'ont pas vu.
Donc India Song, c'est l'histoire d'un amour vécu aux Indes dans les années 30, dans une ville surpeuplée des bords du Gange. 2 jours de cette histoire d'amour sont ici évoqués, la saison est celle de la mousson d'été. Donc vous verrez quelque chose que Duras revendique, c'est-à-dire une narration, une histoire très forte, une histoire d'amour tragique, et avec cette évocation justement de l'Inde fantasmée qui se suit, ce lieu imaginaire qu'est Calcutta, qu'elle avait probablement découvert dans une escale en bateau entre les colonies, on va dire l'Indochine, et la France à l'époque où elle y habitait. Et donc ce lieu qui va se transformer, qui pourra devenir, donc ici le château de Rothschild et par la suite la plage de Trouville ou d'autres lieux qui évoquent justement et qui recréent grâce entre autres à la lumière et avec comme elle disait, cette absence parallèle de son actrice. Donc pour ceux qui découvrent ce cinéma et qui découvrent le film, donc avec cette manière très particulière, notamment Delphine Seyrig, donc avec cette femme qui entre dans une pièce et qui va de toute façon bouleverser l'espace dans lequel elle évolue. Alors le cinéma de Duras pose 2 questions très importantes qui vont peut-être étonner justement quand on le découvre. C'est à la fois la relation entre le son et l'image. Vous verrez comment on crée un temps désaccordé pour les acteurs et bien sûr pour le spectateur. Et il y a une autre dimension qui est extrêmement intéressante. Chez Duras, c'est sa dimension politique. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir samedi pour le camion. Mais c'est aussi comment elle a sans cesse revendiqué un cinéma qui se plaçait contre le cinéma milliardaire, contre ce cinéma qu'elle appelait le cinéma du samedi. Le cinéma qui fait tout le travail pour le spectateur, qui ne mobilise que 20% des capacités du spectateur, alors qu'elle veut justement que le spectateur ne soit pas aliéné, qu'il ne soit pas attrapé dans un spectacle, mais qu'il réfléchisse. Et c'est cette dimension-là qui peut être très étonnante et à la fois enivrante et je pense vraiment envoûtante de films comme India Song. Elle disait aussi que quand on quitte un de ces films du cinéma milliardaire, on oublie pratiquement le film, alors qu'elle revendiquait que ces films à elle commencent le lendemain. Donc je vous donne rendez-vous demain pour le Ciné-Club, au moment où vous verrez India Song va vous hanter comme un téléspectateur depuis 1975. Très bonne projection, merci encore Frédéric. Merci Gabriela. Vous vouliez rajouter un mot, Stéphane ? Peut-être une anecdote et puis une considération plus générale. Michel Lonsdal, qui est le personnage qui est... Alors d'abord le sexe, je veux dire, c'est Marguerite, c'est partout. C'est la sexualité quelque chose de fondamental dans son... Quand Michel m'a dit, des années plus tard, que les hurlements qu'il avait, parce que c'était le seul qui était rejeté, parce que, je vais dire, tous ces fabuleux hommes qui entourent Delphine sont ses amants, je veux dire, tous, autant qu'ils sont 4 ou 5. Et comme lui, c'était le seul qui était rejeté, donc, je veux dire, et la souffrance qu'il avait, donc à la fin du film, je ne vais pas trop dévoiler, mais enfin, je veux dire, il devient fou. Il se met à hurler, et ces hurlements correspondaient à un moment très très dur qu'il avait vécu lui-même. Bon, ça c'est une parenthèse. Marguerite, c'est une orientale. D'abord, bon, radicale, dit-elle, je veux dire, c'était radical. Mais elle est entre l'Extrême-Orient, le Sud-Est asiatique, et son héritage français. Les livres comme l'amant ou l'amant de la Chine du Nord, je veux dire, ces histoires d'amour qui se passent entre, je veux dire, une jeune fille qui est quand même avec un très beau chinois. Je veux dire, elle fait une sorte de grand écart entre 2 cultures qui sont
qui sont... Elle arrive à faire une synthèse, quelque part à sa manière, entre ces deux cultures et ces deux héritages. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve. Merci beaucoup, Stéphane. On a fini, rassurez-vous, mais on s'est dit que vous veniez voir une médiation de la Jolie de l'Ascension, donc ça va, vous n'êtes pas pressé. J'ai juste oublié de vous dire un mot, et il est important, parce que d'habitude on ne fait jamais ça à la Cinémathèque. Lundi soir, le lundi 13 mai, donc à 20h, il y aura non pas une projection, mais une lecture. Ils sont deux, il y en a une, elle est comédienne, elle s'appelle Johanna Price. L'autre, il est cinéaste, qui s'appelle Olivier Martineau. Et ils ont décidé, depuis 1 an ou 2, c'est un spectacle qui a tourné un peu partout, qui a été créé à la Maison de la Poésie, d'interpréter, de lire les dialogues entre Marguerite Duras et Jean-Luc Godard, qui ont été édités en librairie et qui, je dois dire, sont des sommets de confrontation d'un cinéaste avec l'autre, quoi. Donc voilà, Johanna Price et Olivier Martineau nous feront le plaisir de cette lecture, donc Duras-Godard. Ça sera lundi à 20h en salle Georges Franju. J'avais juste oublié de vous dire ça. Et pour vraiment conclure, puisqu'on parle de Godard, lui qui était tellement fasciné et obsédé par, disons, la littérature et le cinéma et ce que pouvaient faire les écrivains avec le cinéma, il considérait que dans le cinéma français, ils étaient 4 à avoir fait quelque chose, les écrivains avec le cinéma, et il les appelait la bande des 4. Et donc, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais un peu joué, j'avais dit la bande des 4, oui, bien sûr, Cocteau, Pagnol, Guitry, et il avait ajouté et Duras. Oui, bien sûr, et Duras. Donc c'était la bande des 4 pour Jean-Luc Godard. Bonne projection et à bientôt.